Préparez-vous à plonger dans les histoires les plus sombres du narcotrafic, de Joaquín El Chapo Guzmán, le maître des évasions impossibles, à Pablo Escobar, le roi de la cocaïne qui a défié des gouvernements entiers. Découvrez El Mayo Zambada, le fantôme du trafic qui n'a jamais été arrêté, et explorez la pire prison du monde, où même les criminels les plus brutaux craignent d'être envoyés. Pouvoir, trahison, sang et impunité. Que se passe-t-il lorsque ces empires criminels entrent en collision? Êtes-vous prêt à découvrir le côté le plus obscur du crime organisé? Et nous allons commencer avec cet homme puissant. La vie d'El Chapo en prison. S'échappera-t-il? Certains experts ont affirmé que c'est pire que la chaise électrique. Vous êtes-vous déjà demandé ou avez-vous déjà imaginé une prison si impénétrable que même les criminels les plus infâmes et dangereux du monde y sont isolés de toute société d'une manière inimaginable? Mais cet isolement extrême est-il vraiment une justice ou une cruauté déguisée? Que se passe-t-il derrière ces barrières infranchissables, rendant cet endroit encore plus terrifiant que la peine de mort elle-même? Alors, suivez-moi alors que nous révélons des détails saisissants qui font de la prison Supermax d'El Chapo un environnement encore plus sombre que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Et je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, car cette vidéo n'est que l'une des nombreuses à venir. Allons-y. L'extraordinaire évasion d'El Chapo en 1993. Joaquín Archibaldo Guzmán, largement connu sous le nom d'El Chapo, est devenu une figure emblématique en échappant à la justice mexicaine à 2 reprises distinctes. Condamné à 20 ans de prison en 2001, il a fait preuve d'une audace impressionnante en soudoyant ceux qui étaient censés le garder derrière les barreaux, réussissant à s'échapper, dissimulé dans un chariot de blanchisserie. El Chapo s'est caché dans l'ombre pendant 13 longues années jusqu'à sa recapture en 2014. Cependant, même après avoir été transféré dans une prison de haute sécurité, sa fortune et son influence lui ont offert une nouvelle opportunité de s'évader, cette fois par un tunnel souterrain sophistiqué, découvert le 11 juillet 2015. Le Mexique a été sous le choc en apprenant que le criminel le plus recherché du pays s'était échappé une fois de plus. Cet événement n'était pas qu'une simple évasion. C'était un scandale qui a secoué tout le pays, provoquant l'indignation jusqu'au président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a exprimé sa frustration et sa colère face à la situation. Dans la prison de haute sécurité d'Altiplano, les autorités ont découvert un tunnel qui n'était pas seulement un passage, mais un véritable labyrinthe souterrain, équipé de ventilation, d'éclairage et d'un escalier menant à un chantier. Le plan minutieux et la collaboration de personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison étaient évidents, soulignant l'audace et la détermination derrière cette fuite. Face à la pression publique et aux critiques de nombreuses nations envers le système judiciaire mexicain, El Chapo est devenu la cible d'une traque implacable. Quelques mois après son évasion, il a été traduit en justice, représentant sa dernière chance de goûter à la liberté, même brièvement, avant d'être définitivement incarcéré. L'histoire d'El Chapo est devenue une saga de ruses, de criminalité et d'une lutte incessante entre la loi et le criminel le plus infâme du Mexique. Après sa recapture, Joaquín El Chapo Guzmán a été ramené dans la redoutée prison de haute sécurité d'Altiplano, d'où il s'était évadé en juillet 2015. Mais ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que, 1 an plus tard, son destin prendrait une tournure encore plus sombre. Il serait extradé vers les États-Unis. Là-bas, un véritable cauchemar a commencé pour lui face à un procès révélant l'ampleur de ses crimes. En février 2019, le tristement célèbre El Chapo a été reconnu coupable des 10 chefs d'accusation pesant contre lui devant les tribunaux américains. Le verdict a été un coup dévastateur, entraînant une condamnation à perpétuité assortie de 30 années supplémentaires, une peine qui semblait presque superflue étant donné son avenir déjà scellé. La prison ADX Florence, un enfer sur terre. Désormais, la question qui se pose est la suivante.
El Chapo trouvera-t-il un moyen de s'échapper à nouveau des griffes de la justice? L'ADX Florence est, sans aucun doute, la prison la plus sévère et la plus restrictive jamais construite, fonctionnant sous un régime strict qui défie l'imagination. Avec une capacité d'accueil de 500 détenus, cet établissement fonctionne souvent en deçà de sa capacité maximale, reflétant la priorité de l'Agence fédérale des prisons de maintenir un ratio élevé de personnel par rapport aux prisonniers pour des raisons de sécurité. Le recrutement du personnel pour cet établissement est extrêmement rigoureux. Il ne suffit pas de vouloir y travailler. Les candidats doivent passer par un processus d'évaluation minutieux, conçu pour éliminer toute personne susceptible d'être corrompue ou suspecte. Une fois à l'intérieur, les gardiens sont formés à minimiser au maximum le contact avec les détenus afin d'éviter toute interaction inutile. Ce protocole est facilité par l'utilisation de la technologie, puisque la plupart des opérations, comme l'ouverture des portes, sont effectuées à distance. L'atmosphère de l'ADX Florence est marquée par un silence oppressant et une propreté impeccable. Ceux qui ont eu la rare opportunité de visiter la prison, y compris des journalistes et d'anciens détenus, évoquent souvent une hygiène surprenante et un environnement pesant où le silence semble dominer chaque espace. L'établissement est divisé en 6 niveaux de sécurité, mais en raison de sa faible population carcérale, seules 4 unités sont actuellement en service. L'unité résidentielle générale, l'unité de contrôle, l'unité de sécurité spéciale, connue sous le nom d'unité H. Le couloir 13. Les 2 autres unités, l'unité résidentielle spéciale et l'unité intermédiaire ou de transition, restent désactivées. Dans l'unité de logement commun, qui représente le niveau de sécurité le plus bas, les prisonniers peuvent interagir entre eux et partager l'espace de repas. Ils peuvent se déplacer librement dans leur section, sans surveillance constante des gardiens, et ont la possibilité de s'enfermer dans leurs cellules, tant qu'ils maintiennent un bon comportement et évitent les conflits. En guise d'incitation supplémentaire, ceux qui font preuve d'un comportement exemplaire peuvent même être considérés pour un transfert vers un autre établissement. L'ADX Florence n'est pas une simple prison. C'est un symbole de confinement et de contrôle dans un système conçu pour garder les criminels les plus dangereux à l'écart de la société, dans un environnement où chaque détail est pensé pour garantir sécurité et ordre. Après l'unité résidentielle générale, nous trouvons l'unité de contrôle, un espace sombre réservé à la fois pour la punition et pour l'enfermement de prisonniers ayant commis des infractions graves ou des actes de violence dans d'autres institutions. Ce lieu abrite également des membres de gangs et des individus associés à des organisations à haut risque, considérés comme des menaces directes pour la sécurité nationale. Ensuite, nous avons l'unité de sécurité spéciale, un environnement destiné à accueillir des terroristes notoires tels que Terry Nichols, Oumar Farouk Abdulmutallab et Zacharias Moussaoui. Ce lieu est réservé à ceux qui, en raison de leur passé, représentent un danger important non seulement pour la prison, mais pour la société tout entière. Enfin, mais non des moindres, il y a le secteur 13, la forteresse la plus impénétrable et la plus sévère du complexe. Cet ensemble de 4 cellules est conçu pour garantir que les prisonniers aient un contact humain quasi inexistant. Seuls les individus considérés comme extrêmement dangereux sont confinés ici de manière indéfinie, comme ce fut le cas pour Ramsès Youssef, qui a passé plus de 7 ans dans cet isolement absolu. Récemment, El Chapo a également commencé à purger sa peine dans cette unité. Mais comment est la vie dans cet environnement de sécurité maximale? C'est une existence marquée par un silence oppressant et une solitude angoissante, où chaque prisonnier doit affronter la dure réalité d'être complètement isolé du monde extérieur. La routine est minutieusement contrôlée, chaque mouvement étant surveillé, et la liberté devient un souvenir lointain, étouffé par la surveillance constante et les 4 murs qui deviennent une véritable prison pour l'âme. À l'intérieur de la prison d'El Chapo. La cellule d'El Chapo
situé à la ADX Florence, est un véritable exemple de sécurité extrême, avec un système anti-fuite qui se distingue comme le plus sophistiqué de tous. Chaque détail a été minutieusement conçu pour être à l'épreuve des failles. Les prisonniers vivent dans un isolement quasi total, passant la majeure partie de la journée enfermés dans des cellules d'1 par 3 mètres, pendant impressionnantes 23 heures par jour, sous la surveillance constante de gardes armés. Les murs, le plafond et le sol sont faits de béton massif, et chaque objet à l'intérieur de la cellule est rigidement intégré à sa structure. L'environnement est austère. Un petit bureau, un banc étroit et un lit en béton avec un matelas fin composent le mobilier. Une étagère abrite une radio intégrée et une télévision noir et blanc diffusant uniquement des programmes récréatifs, religieux et éducatifs. La salle de bain est un exemple de contrôle absolu, avec des toilettes qui se ferment automatiquement en cas d'obstruction, une douche avec un minuteur pour éviter la noyade et un lavabo sans robinet conçu pour empêcher toute possibilité d'automutilation. Les cellules sont protégées par 2 portes coulissantes en métal avec des surfaces solides qui isolent les prisonniers des couloirs, évitant qu'ils ne se voient ou sachent quand les gardes s'approchent, renforçant ainsi le sentiment d'isolement total. Les gardes distribuent la nourriture aux prisonniers sans qu'ils aient de la chance de voir leur visage, offrant généralement des repas écrasés pour prévenir les automutilations. La communication entre les détenus est pratiquement impossible, car les cellules sont insonorisées, empêchant toute forme d'interaction, même par des cris ou des codes. Chaque cellule a une ouverture étroite dans le mur, d'environ 42 pouces de hauteur et seulement 4 pouces de largeur. Cette ouverture n'a pas été conçue pour que des prisonniers comme El Chapo se détendent ou profitent de la vue des montagnes. Ce qu'ils peuvent voir, c'est juste une petite portion du ciel et les toits des autres prisons autour, sans savoir où ils sont ou comment s'échapper. En réalité, cette cellule ressemble plus à une tombe pour les vivants, un espace dépourvu de confort et d'humanité, où la solitude et l'oppression sont les seules compagnes. Les lumières qui éclairent les cellules d'El Chapo sont contrôlées à distance par les gardes, restant allumées en permanence. Cette lumière constante trouble les prisonniers, effaçant la notion du temps et rendant indistinguable le jour et la nuit. El Chapo, dans des conversations avec son avocat, a exprimé la difficulté de trouver le sommeil au milieu de cette lumière incessante. La possibilité d'une évasion est pratiquement inexistante. Les prisonniers ne sont autorisés à sortir de leur cellule qu'1 heure par jour. Pendant cet intervalle bref, ils sont extraits, fouillés, menottés et enchaînés avant d'être escortés pour une marche solitaire. Cependant, cette occasion peut survenir à tout moment, de jour comme de nuit, sans préavis, rendant toute tentative d'évasion pratiquement impossible. Ce moment de loisir n'offre aucune chance de profiter de l'air frais, car les détenus ne sont pas conduits dans une cour, mais dans une petite zone de récréation vide, où ils ne peuvent voir au-delà des hauts murs qui les entourent. L'espace est si restreint que seuls 10 pas diagonaux et 31 pas circulaires peuvent être effectués, transformant cette activité en une expérience monotone et épuisante. En raison de leur bon comportement, les prisonniers peuvent échanger cette marche contre un appel téléphonique à un groupe restreint de personnes, comme des avocats. Chaque condamné a droit à un seul appel non légal de 15 minutes par mois. Les visites sont également possibles tant qu'un comportement approprié est maintenu, mais tout contact physique est strictement interdit. Les visiteurs étant séparés par une vitre épaisse. Il est inutile de souligner que les détenus sont sous surveillance constante, 24 heures sur 24. Des capteurs de mouvement et des caméras cachées surveillent chaque mouvement, garantissant que la liberté reste un concept distant et inaccessible. À l'ADX, les gardes observent chaque mouvement depuis une salle de contrôle sophistiquée. Si quelque chose de suspect est détecté, ils peuvent rapidement appuyer sur un bouton d'urgence qui déclenche la fermeture automatique de 1400 portes de la prison. Oui, 1400 portes se ferment en un instant,
créant une barrière infranchissable contre toute tentative d'évasion. Cette surveillance rigoureuse est encore renforcée par des tapis de pression et des capteurs de mouvement, à l'intérieur comme à l'extérieur des cellules. Chaque faux pas active une alerte, augmentant la sécurité à des niveaux extrêmes. Mais que se passerait-il si quelqu'un parvenait à surmonter toutes ces barrières? Pour cela, il serait nécessaire de grimper une clôture en fil de fer barbelée de 12 pieds, sous le regard vigilant de gardes lourdement armés qui surveillent depuis des tours stratégiquement placées. De plus, d'autres gardes patrouillent dans la zone, accompagnés de chiens dressés pour attaquer, prêts à agir à tout moment. Si vous décidez de réunir les hommes les plus dangereux du monde dans un seul espace, il est impératif de garantir qu'il n'ait aucune chance de s'échapper. Et l'ADX semble avoir accompli cette mission avec excellence, n'ayant jamais enregistré une seule tentative d'évasion, consolidant ainsi sa réputation en tant que forteresse impénétrable. Face à cela, il n'est pas surprenant que les autorités américaines aient choisi cette prison comme le destin final d'El Chapo, où il purgera sa peine de prison à vie après avoir été capturé et extradé aux États-Unis, surtout après ses 2 évasions audacieuses précédentes. Et maintenant, en réfléchissant à cette narration, la question se pose. Vaut-il la peine d'avoir vécu comme un roi, entouré de richesses et de pouvoir, pour finir ainsi? La sombre réalité de l'isolement prolongé. Les chercheurs de diverses disciplines ont révélé les conséquences dévastatrices de l'isolement prolongé à la prison ADX. Craig Haney, un psychologue de l'Université de Santa Cruz, en Californie, souligne que l'environnement de privation sévère a un impact profond sur la santé mentale des détenus, amenant beaucoup d'entre eux à faire face à des crises d'identité et à de profondes angoisses existentielles. Cet état alarmant, connu sous le nom d'insécurité ontologique, expose la brutalité inhérente au système carcéral, le potentiel de la folie induite par l'isolement. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant et perturbant que vous êtes sur le point de découvrir sur cet endroit sombre de confinement. Nous avons maintenant 3 autres trafiquants qui ont semé la terreur. Pablo ne devint pas seulement l'un des hommes les plus riches du monde, mais aussi plus riche que son propre pays. En quête de reconnaissance, il proposa de régler la dette extérieure de la Colombie qui s'élevait à 20 milliards de dollars. Le roi du trafic était tellement puissant qu'il conclut un accord avec le gouvernement colombien. Il se rendrait en échange de ne pas être extradé vers les États-Unis à condition de construire sa propre prison. Ainsi, il construisit une véritable villa de luxe où n'importe qui aimerait passer ses vacances. Un autre acte insensé pratiqué par El Patron se produisit lors d'une évasion, lorsqu'il se cacha avec sa famille et quelques soldats dans les montagnes. Pablo avait sa propre armée appelée les Sicaires. Lorsqu'il se rendit compte que sa fille Manuela souffrait du froid, il fit un feu en brûlant 2 millions de dollars. Et ce n'était pas seulement avec de l'argent qu'Escobar faisait du feu. En 1992, il invita Fernando Galeano et Gerardo Moncada dans sa prison de luxe et ordonna à ses sicaires de les attacher et de les écorcher pour trahison. Les corps furent brûlés, alimentant un autre feu. Le roi du trafic était aussi le roi du terrorisme. Pour ses intérêts, il fit exploser au moins 5 voitures et un bus rempli de dynamite dans des lieux publics, tuant des centaines de civils. Enfin, la mort de Pablo Emilio Escobar Gaviria survint d'une manière inattendue. Le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, déprimé, Escobar décida d'appeler sa famille, qui tentait de se réfugier dans un autre pays. La police colombienne, avec l'aide des États-Unis, localisa l'appel et repéra le quartier où Escobar se cachait à Medellín. La chasse commença. Ils n'eurent pas beaucoup de mal à retrouver un autre vendeur, qui était pieds nus et accompagné d'un seul garde. Pablo tenta de fuir par les toits, mais il fut rattrapé et abattu par les policiers. Le suivant est encore pire.
Saviez-vous qu'un des hommes les plus riches et puissants du monde a commencé sa carrière en enlevant un homme politique célèbre? Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg dans l'histoire de Pablo Escobar, l'infâme qui construisit un empire de terreur et de richesse inimaginable. Imaginez un homme qui, en quelques années, est passé d'un petit criminel à contrôler 80% de la cocaïne consommée dans le monde. Il construisit sa propre prison de luxe, brûla des millions de dollars pour réchauffer sa fille et proposa de payer la dette extérieure de la Colombie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Escobar devint l'un des hommes les plus redoutés et admirés du monde, dans une aventure pleine de rebondissements, d'actes insensés et d'une quête inlassable de pouvoir et de reconnaissance. Appuyez sur Play et plongez dans la saga intrigante de Pablo Escobar. Imaginez-vous être invité à la fête la plus célèbre et la plus animée de Colombie. Une voiture avec chauffeur vient vous chercher à Medellín. Vous entrez et la voiture suit la région du fleuve Magdalena. Le paysage, bien que sauvage, est magnifique et rappelle la végétation du Brésil. En chemin, vous ressentez une euphorie croissante, sachant que ce sera la fête la plus luxueuse et dangereusement excitante de votre vie. À votre arrivée, une entrée frappante et un portail géant avec l'inscription « Bienvenue dans la véritable aventure sauvage » font battre votre cœur plus fort. En chemin vers la maison, vous découvrez une véritable île fantastique, 20 lacs, plusieurs constructions avec des héliports et le plus grand circuit de motocross d'Amérique latine. Soudain, la voiture s'arrête. Un éléphant traverse la route. Vous continuez et d'autres animaux apparaissent. Des rhinocéros, des chameaux, des buffles, des kangourous. Un zoo à ciel ouvert avec 1200 animaux. Vous clignez des yeux, incrédules. Vous vous sentez dans un film. Enfin, vous arrivez à la villa tant attendue. La fête se déroule autour de 6 piscines. Vous frissonnez en reconnaissant des acteurs célèbres, des footballeurs, des politiciens influents. Faisant semblant d'être habitué, vous tenez un verre de boisson importé pendant que des employés annoncent le dîner. L'endroit compte 1700 travailleurs, mais cela ne vous effraie pas. La salle à manger peut accueillir parfaitement 60 invités. L'hôte, un éleveur, apparaît avec des gardes armés. Le dîner est servi, mais quelqu'un annonce qu'un serveur a été pris en train de voler des couverts en argent. L'hôte, connu sous le nom de El Patron, s'approche, regarde l'individu de haut en bas et ordonne de lui lier les mains et les pieds avant de l'emmener dehors. Tous suivent la scène en silence. El Patron pousse l'employé dans la piscine, tous regardent, paralysés, tandis que l'homme se débat jusqu'à sa fin. La fête continue et vous vivez l'expérience la plus étrange et intense de votre vie. Cette situation était réelle. C'était le quotidien à la Hacienda Napol où Pablo Escobar, le plus grand vendeur du monde, dirigeait son empire. Le 1er décembre 1949, dans la paisible ville de Rio Negro, en Colombie, naquit le troisième de 6 enfants, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Né dans la pauvreté, fils d'un homme de la campagne et d'une enseignante, Pablo rêvait de faire des études de sciences politiques. Mais le manque de ressources l'obligea à abandonner ses études. Avec une ambition démesurée, Pablo décida qu'il deviendrait riche et aurait tout ce qu'il désirait. Il commença dans le crime en volant et revendant des voitures dans les rues de Medellín. Insatisfait des gains, il décida de trafiquer des cigarettes paraguayennes. Avec le temps, Pablo planifia son premier grand acte criminel. Il décida d'enlever un homme politique célèbre de Medellín et exigea 100 000 $ de rançon. L'enlèvement fut un succès. Peu de temps après, Pablo Escobar entra dans le monde du trafic. Mais tout ne se passa pas bien dans la vie de El Patron. En 1976, lorsqu'il était encore considéré comme un petit vendeur, Pablo fut arrêté en transportant de la cocaïne dans un camion. Depuis ce jour, il a pris une leçon importante. Il ne prendrait plus jamais la route. Il s'entourerait de gens pour le faire à sa place. À 22 ans, le jeune homme qui n'a pas pu payer les frais de l'université était déjà millionnaire. En quelques années, Pablo était à la tête du plus grand cartel du monde, le cartel de Medellín.
Selon le journaliste américain Peter Eisner, le cartel de Medellín n'était pas seulement un fournisseur létal de narcotiques et de chaos, mais aussi une entreprise brillante, très similaire à une multinationale, mais en dehors de la loi. L'ascension de Pablo a été rapide pour une raison spécifique. Il faisait ce que tous les vendeurs faisaient, mais avec un différentiel effrayant. Il était plus pervers et cruel que quiconque dans le domaine. Le cartel dirigé par Pablo était responsable de fournir et distribuer 80% de toute la cocaïne consommée dans le monde. Son principal client était les États-Unis, mais il exportait également en Europe et en Asie. Ce qui a fait devenir Pablo riche et l'a mené là où il est arrivé, c'était une manœuvre géniale: garantir la livraison et celle des autres vendeurs. Si la marchandise était saisie, il prenait la perte. Si elle était livrée, il recevait 35% de la valeur transportée. Un autre facteur crucial a été son association avec d'autres vendeurs, comme Carlos Leder. Ensemble, ils sont passés de transporter 20 kilos par livraison à 15 tonnes par jour, générant un profit de 420 millions de dollars par semaine. Avec cette somme hebdomadaire, il est devenu impossible de maintenir l'idée que Pablo n'était qu'un éleveur prospère. À ce stade, tout le monde, y compris le président de la Colombie, savait d'où venait tout le profit et la richesse de l'homme qui a été considéré par le magazine Forbes comme le 7e homme le plus riche du monde. Mais le rêve de Pablo n'était pas seulement d'être milliardaire, il voulait être reconnu. Son compte bancaire était à la hauteur de son ego et de sa cupidité. C'est pourquoi son objectif est devenu encore plus grand. Il voulait être le président de son pays. Pablo souhaitait être idolâtré, considéré comme un héros du peuple. À ce stade, il a fondé et financé des projets sociaux, construisant des maisons, des églises, des stades de football et achetant des équipes locales. Il corrompait même des juges et des arbitres pour garantir de bons résultats sur le terrain. Pablo Escobar a littéralement construit tout un quartier pour des gens vivant dans une décharge. L'endroit porta son nom et il donnait des interviews aux journaux et magazines, étant considéré par beaucoup comme le Robin des Bois de la Colombie. Avec le temps, en plus de l'argent, El Patron a également accumulé des ennemis et du sang sur ses mains. Il a été tenu responsable d'au moins 6000 meurtres, y compris des policiers, des civils, des journalistes et même 3 candidats à la présidence de la Colombie. Parmi ses actes les plus mégalomanes, on peut citer le meurtre d'un employé noyé lors d'une fête dans sa ferme. Un autre souvenir marquant est l'explosion de l'avion commercial Boeing 727 de l'Avianca, dans le but de tuer le candidat à la présidence César Gaviria, qui n'a finalement pas pris le vol. Pour réaliser ce crime, il a recruté un jeune homme travaillant pour le cartel qui est monté dans l'avion en portant une bombe déguisée en magnétophone. 107 personnes ont perdu la vie. Pablo ne devint pas seulement l'un des hommes les plus riches du monde, mais aussi plus riche que son propre pays. En quête de reconnaissance, il proposa de régler la dette extérieure de la Colombie, qui s'élevait à 20 milliards de dollars. Le roi du trafic était tellement puissant qu'il conclut un accord avec le gouvernement colombien. Il se rendrait en échange de ne pas être extradé vers les États-Unis, à condition de construire sa propre prison. Ainsi, il construisit une véritable villa de luxe où n'importe qui aimerait passer ses vacances. Un autre acte insensé pratiqué par El Patron se produisit lors d'une évasion, lorsqu'il se cacha avec sa famille et quelques soldats dans les montagnes. Pablo avait sa propre armée appelée les Sicaires. Lorsqu'il se rendit compte que sa fille Manuela souffrait du froid, il fit un feu en brûlant 2 millions de dollars. Et ce n'était pas seulement avec de l'argent qu'Escobar faisait du feu. En 1992, il invita Fernando Galeano et Gerardo Moncada dans sa prison de luxe et ordonna à ses sicaires de les attacher et de les écorcher pour trahison. Les corps furent brûlés, alimentant un autre feu. Le roi du trafic était aussi le roi du terrorisme.
Pour ses intérêts, il fit exploser au moins 5 voitures et un bus rempli de dynamite dans des lieux publics, tuant des centaines de civils. Enfin, la mort de Pablo Emilio Escobar Gaviria survint d'une manière inattendue. Le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, déprimé, Escobar décida d'appeler sa famille, qui tentait de se réfugier dans un autre pays. La police colombienne, avec l'aide des États-Unis, localisa l'appel et repéra le quartier où Escobar se cachait à Medellín. La chasse commença. Ils n'eurent pas beaucoup de mal à retrouver un autre vendeur, qui était pieds nus et accompagné d'un seul garde. Pablo tenta de fuir par les toits, mais il fut rattrapé et abattu par les policiers. Savez-vous que Ismael El Mayo Zambada, l'ancien chef du cartel de la drogue de Sinaloa, au Mexique, s'est déclaré non coupable ce vendredi à New York, aux États-Unis, où il sera jugé pour 17 accusations, y compris meurtre et trafic de drogue, ce qui pourrait le conduire à passer le reste de sa vie en prison. Vêtu d'un uniforme de prisonnier et physiquement affaibli, Zambada, 76 ans, a assisté à la séance par l'intermédiaire d'un interprète espagnol. Ses avocats ont présenté la déclaration d'innocence en son nom. Il a subi une embuscade, ce que l'on sait sur les arrestations aux États-Unis des 2 principaux chefs du cartel de Sinaloa du Mexique. Leader du cartel de drogue de Sinaloa, Ismael Zambada Garcia est jugé pour 17 accusations, incluant meurtre et trafic de drogue. L'empire du crime, le jugement de Zambada et son avenir sombre. Pouvez-vous imaginer ce que représente un pouvoir absolu? Comment doit-on vivre une vie sans limite où l'argent, l'influence et le contrôle des routes internationales de trafic dictent les règles? Pour Ismael El Mayo Zambada, l'un des plus grands noms du cartel de Sinaloa, cette réalité a été la sienne pendant des décennies. Lui et son partenaire, Joaquín Guzmán, El Chapo, ont dominé le trafic de drogue pendant plus de 30 ans, établissant un empire qui s'étendait à travers tout le continent américain et au-delà. Aujourd'hui, à 76 ans, Zambada se retrouve en prison aux États-Unis face à 17 accusations graves, dont meurtre, trafic de drogue et blanchiment d'argent, des crimes qui pourraient l'amener à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais que ressent-il à ce moment précis? Que se passe-t-il pour un homme qui a, pendant si longtemps, été à la tête de l'un des cartels les plus puissants du monde, mais qui se retrouve maintenant au centre d'un procès qui pourrait enfin mettre fin à son règne? La prison de Zambada, l'impact de la sécurité maximale aux États-Unis. Lorsqu'Ismael Zambada a été arrêté par les autorités américaines le 25 juillet 2023, sa détention dans une prison de sécurité maximale n'a pas seulement été le reflet de sa notoriété, mais aussi une mesure nécessaire pour garantir qu'il ne représente pas une menace pour le système judiciaire américain. Il a été immédiatement transféré au centre de détention métropolitain, MDC, de Brooklyn à New York, où, selon des sources proches du dossier, il a été placé en isolement total. Sans contact avec d'autres détenus, il a passé ses premières semaines dans une minuscule cellule, avec un simple lit, rien de plus qu'une table et un banc. Les prisons de sécurité maximale, comme celle où Zambada se trouve, sont des lieux de surveillance extrême et de contrôle. Des caméras de sécurité à chaque coin, des gardes armés effectuant des patrouilles constantes et un système de contrôle si strict que tout mouvement, aussi discret soit-il, est enregistré et surveillé. Pour un homme comme Zambada, qui a passé sa vie à diriger le trafic de drogue, la prison est un choc brutal. L'empire de pouvoir qu'il a construit pendant tant d'années est maintenant réduit à une cellule de béton, où il ne peut plus bouger un doigt sans que les gardes ne soient au courant. Ce que cela signifie vraiment être dans une prison de sécurité maximale. Dans les prisons de sécurité maximale, comme le MDC de Brooklyn, les détenus sont soumis à un régime de discipline extrême. Cela signifie que Zambada vit sous des restrictions sévères et une surveillance constante. Les détenus sont isolés, avec très peu de contact avec le monde extérieur. Si Zambada avait auparavant une armée de sicaires et de gardes privés pour protéger sa vie et ses opérations,
Maintenant, il dépend totalement des officiers de la prison pour assurer sa survie. Dans une prison comme celle-ci, la vie de Zambada est complètement différente de celle à laquelle il était habitué. Il est entouré de milliers d'autres personnes, mais la seule chose qu'il ait en commun avec elles, c'est qu'elles sont toutes des prisonnières. Le luxe qu'il a connu tout au long de sa vie a été remplacé par un lit dur, un espace réduit et probablement un sentiment immense de solitude. Il ne peut même plus passer des appels téléphoniques comme avant. Chaque aspect de sa vie est surveillé. Les détenus en sécurité maximale passent la plupart de leur temps dans leurs cellules. Seules quelques heures par jour sont consacrées à des activités limitées comme l'exercice physique. Zambada, qui voyageait auparavant à travers le monde et contrôlait le trafic de drogue, voit maintenant sa vie réduite à une routine monotone et répétitive, un véritable marqueur d'humiliation et de perte de contrôle pour quelqu'un qui a été si puissant. Ce que Zambada a perdu, la solitude d'un leader tombé. L'isolement n'est pas seulement une mesure de sécurité. Pour Zambada, c'est aussi une forme de privation psychologique. La solitude est l'une des armes les plus efficaces utilisées dans les prisons de sécurité maximale. Peu importe combien vous avez été puissant ou influent, l'effet de l'isolement sur la psyché d'une personne est dévastateur. Le sentiment d'être complètement déconnecté du monde extérieur est quelque chose que beaucoup de détenus vivent. Mais pour quelqu'un comme Zambada, qui a été pendant si longtemps la source de pouvoir, être dans une petite cellule sans aucune forme d'influence sur ce qui se passe autour de lui est presque inimaginable. De plus, Zambada a perdu la capacité de communiquer librement avec ses associés, ce qui était l'une de ses principales sources de pouvoir. Avant, il communiquait directement avec d'autres leaders du cartel, organisait des transactions et distribuait des ordres facilement. Maintenant, cette communication est limitée aux visites supervisées de ses avocats s'il en reçoit. Ses relations avec le monde extérieur ont été coupées. Il n'a plus de contrôle sur les affaires du cartel, qui sont maintenant disputées par des factions rivales. Le collapsus du cartel de Sinaloa, une guerre interne pour le pouvoir. L'arrestation de Zambada a marqué un point de rupture au sein même du cartel de Sinaloa. Pendant des décennies, lui et Guzman étaient les chefs suprêmes. Mais avec l'arrestation de Zambada, les autres membres du cartel n'ont plus de direction unifiée. L'empire du narcotrafic qu'ils avaient construit a commencé à se diviser. Les rues de Culiacán, la ville natale de Zambada et le centre du cartel, ont été le théâtre d'une vague de violence et de confrontation, alors que différentes factions tentaient de prendre le contrôle. L'absence de Zambada et la trahison de Guzman Lopez, fils d'El Chapo, ont contribué à créer un climat d'instabilité interne. Ce qui était autrefois une opération coordonnée s'est transformé en un champ de guerre, avec des fusillades fréquentes et des conflits territoriaux entre différents membres du cartel, maintenant en quête de pouvoir. La trahison de Guzman Lopez, le dernier coup au cartel de Sinaloa. La trahison de Zambada par Joaquín Guzman Lopez, le fils d'El Chapo, a été l'une des plus marquantes dans l'histoire du narcotrafic. Les deux hommes étaient alliés depuis longtemps, mais maintenant leur relation s'est rompue. Guzman Lopez tenait Zambada pour responsable de l'arrestation de son père, qui a été extradé vers les États-Unis en 2017 et condamné à la prison à vie. Ce qui semblait autrefois être un partenariat indéfectible n'est désormais qu'un souvenir d'une époque impériale. Avec l'arrestation de Zambada, Guzman Lopez a pris une position de pouvoir au sein du cartel, mais les luttes internes et le manque de leadership solide signifient que l'avenir du cartel est incertain. Guzman Lopez réussira-t-il à maintenir le contrôle de ce qui reste, ou sera-t-il le prochain à tomber? La crise du fentanyl, l'héritage mortel de Zambada.
Le fentanyl est sans doute l'une des drogues les plus dévastatrices que le cartel de Sinaloa a contribué à introduire sur le marché mondial. Produit dans des laboratoires clandestins au Mexique, le fentanyl est une drogue synthétique extrêmement puissante qui a déjà tué plus de 100 000 personnes aux États-Unis. Zambada, au cours de sa direction du cartel, a joué un rôle crucial dans la production et la distribution du fentanyl. Et son arrestation n'a pas suffi à empêcher que le trafic de cette drogue continue de croître. Le fentanyl reste le plus grand cauchemar des autorités américaines. Même après l'arrestation de Zambada, la production et le trafic de cette substance continuent de croître, avec de nouveaux leaders du cartel prenant le contrôle des opérations. C'est une tragédie continue, affectant des milliers de familles aux États-Unis et dans d'autres pays à travers le monde. Le jugement de Zambada, le destin du baron du crime. Zambada se prépare maintenant à affronter son procès aux États-Unis. Ce seront des mois de bataille juridique intense alors qu'il tente d'éviter la condamnation. Parviendra-t-il à échapper à la peine de prison à vie qui l'attend? Son héritage dans le trafic de drogue est indéniable, mais la justice américaine semble déterminée à le faire payer pour ses crimes. Sa prochaine audience est prévue pour le 31 octobre 2023. Et s'il est reconnu coupable, il n'y a plus d'échappatoire. La vie de Zambada, marquée par le pouvoir et le contrôle, est désormais définie par sa lutte pour éviter une sentence de mort sociale. La dernière chance, la fin d'un empire. L'empire de Zambada, bien qu'ayant été colossal, est arrivé à sa fin. L'arrestation d'un leader comme lui est l'épilogue d'une époque de violence, de corruption et d'impunité dans le trafic de drogue. Mais l'héritage de Zambada n'est pas facile à effacer, et la lutte pour le pouvoir au sein du cartel continuera. Que va-t-il se passer avec la guerre interne du cartel? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun détail de cette histoire en constante évolution. Et maintenant, voici la pire prison du monde. Avez-vous déjà entendu parler de la prison cruelle de Guantanamo? Officiellement connue sous le nom de centre de détention de la baie de Guantanamo. C'est un lieu qui évoque des émotions intenses et des questionnements profonds sur la nature de la justice et les limites de la sécurité. Depuis son ouverture en 2002, après les tragiques attaques du 11 septembre, cette installation est devenue un symbole controversé de la lutte contre le terrorisme et des complexités entourant la protection des droits de l'homme. Mais que se passe-t-il réellement derrière les barbelés et les hauts murs? Quelles sont les histoires non racontées des hommes qui y sont détenus? Et plus important encore, comment tout cela affecte-t-il notre compréhension de la dignité et de l'humanité dans un monde qui semble souvent indifférent à ces questions? Imaginez un endroit où la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir, où le temps semble s'arrêter et où la solitude devient une compagne constante. Les prisonniers de Guantanamo font face à de longues périodes de confinement solitaire, souvent dans de petites cellules mal éclairées et sans aucune interaction significative avec le monde extérieur. Cette réalité est dévastatrice et soulève des questions profondes sur la nature de la punition et de la réhabilitation. Comment est-il de vivre dans un endroit où l'espoir est un mot oublié? La privation de liberté est une forme de torture psychologique qui affecte la santé mentale et émotionnelle des détenus, plongeant beaucoup d'entre eux dans un état de désespoir et de dépression. Le manque de contact humain et l'absence d'un environnement propice à la dignité rendent l'expérience de détention à Guantanamo encore plus angoissante. Les récits de torture et de traitements inhumains sont alarmants et souvent ignorés. La privation sensorielle, le manque de contact humain et les conditions inhumaines créent un environnement qui défie l'essence même de ce que signifie être humain. Ces hommes, dont beaucoup ont été capturés dans des circonstances douteuses et sans le processus juridique approprié, sont traités comme s'ils étaient moins que des êtres humains. Cela nous amène à réfléchir. Jusqu'où pouvons-nous aller au nom de la sécurité? Et à quel prix?
La lutte contre le terrorisme ne doit pas devenir une justification pour violer les droits de l'homme. L'histoire de Guantanamo est une narration de douleur, mais aussi de résistance. Beaucoup de prisonniers, malgré les adversités, préservent leur dignité et leur humanité. Ils deviennent des symboles d'une lutte plus grande pour la justice et les droits de l'homme. À travers leurs histoires, nous sommes confrontés à la réalité que la lutte pour la liberté et la dignité humaine est une bataille continue qui transcende les frontières et les idéologies. Au fil des ans, Guantanamo est devenu un sujet de débat enflammé, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Des documentaires, des articles et des livres ont exploré les complexités de cette prison, révélant les voix de ceux qui ont été réduits au silence. Un exemple notable est le documentaire The Road to Guantanamo, qui raconte l'histoire de 3 hommes qui ont été détenus et torturés, offrant un aperçu intime et perturbant de ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Ces histoires nous poussent à nous interroger. Que pouvons-nous faire pour garantir que la dignité humaine soit respectée partout? Comment pouvons-nous devenir des défenseurs des droits de l'homme dans un monde qui semble souvent indifférent? Des mots comme droits de l'homme, torture, Guantanamo, justice, liberté, détention, terrorisme, réhabilitation, sécurité et humanité sont fréquemment recherchés par ceux qui souhaitent mieux comprendre cette question complexe. Ces mots ne sont pas seulement des termes, ils représentent la lutte de nombreux individus et la quête de réponses dans un monde rempli d'incertitudes. La prison de Guantanamo n'est pas seulement une question de sécurité nationale, c'est une question de moralité et d'éthique. Que signifie être une société qui se vante de ses valeurs démocratiques tout en permettant de telles violations? La réponse à cette question est cruciale pour l'avenir de la justice et des droits de l'homme. De plus, la prison de Guantanamo soulève des questions sur la transparence et la responsabilité du gouvernement. L'absence de supervision judiciaire et l'opacité des processus de détention et de jugement créent un environnement propice aux abus. La communauté internationale observe de près et la pression pour fermer la prison n'a cessé de croître au fil des ans. Cependant, la résistance politique et la rhétorique de sécurité nationale masquent souvent les voix de ceux qui réclament justice. La lutte pour Guantanamo est donc une lutte pour un avenir où les droits de l'homme sont respectés et protégés, quelles que soient les circonstances. Mais que pouvons-nous faire en tant que citoyens du monde pour changer cette narration? La prise de conscience est la première étape. En nous éduquant sur les réalités de Guantanamo et en partageant ces informations, nous pouvons aider à créer un mouvement en faveur de la justice. L'histoire de Guantanamo n'est pas seulement une question américaine, c'est une question mondiale qui nous affecte tous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la lutte pour les droits humains. En nous unissant dans la solidarité, nous pouvons pousser nos gouvernements à agir et à garantir que la dignité humaine soit respectée partout. Si vous êtes touché par ces questions, vous n'êtes pas seul. La lutte pour la justice et la dignité est une responsabilité partagée. Et en partageant cette vidéo, vous devenez une partie de cette conversation vitale. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu qui explore des thèmes importants et émouvants. La prise de conscience est la première étape du changement. En discutant et en débattant sur Guantanamo, nous contribuons à un dialogue plus large sur les droits humains et la justice mondiale. Et maintenant, nous voulons entendre votre avis. Que pensez-vous de la prison de Guantanamo et de ses implications pour les droits humains? Laissez votre avis dans les commentaires. Restez avec nous car nous avons de nombreuses autres vidéos qui explorent des histoires percutantes et pertinentes. La lutte pour la dignité humaine est un voyage que nous devons tous partager et chaque voix compte. À travers l'éducation et le dialogue, nous pouvons travailler ensemble pour garantir que la dignité et les droits de tous soient respectés, non seulement à Guantanamo, mais dans le monde entier. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'histoire de Guantanamo n'est pas seulement un récit de douleur et de souffrance,
mais aussi d'espoir et de résilience. De nombreux prisonniers, même au milieu de conditions inhumaines, ont trouvé des moyens de s'exprimer, que ce soit par l'art, l'écriture ou la solidarité entre eux. Ces manifestations d'humanité nous rappellent que, même dans les circonstances les plus sombres, la lumière de la dignité humaine peut briller. Par conséquent, en réfléchissant à Guantanamo, puissions-nous nous engager à lutter pour un monde où la justice prévaut et où chaque être humain est traité avec respect et dignité. La lutte pour Guantanamo est une lutte qui nous appelle tous. C'est un appel à ne pas fermer les yeux devant les injustices qui se produisent au nom de la sécurité. L'histoire de Guantanamo est un rappel que la surveillance constante des droits humains est essentielle, non seulement pour protéger les individus détenus, mais pour préserver les valeurs qui définissent nos sociétés. Ce qui est en jeu est bien plus que la liberté de quelques-uns. Il s'agit de l'intégrité de nous tous en tant que société. À mesure que nous continuons à explorer les complexités de Guantanamo, nous devons nous demander comment pouvons-nous garantir que les leçons tirées de cette expérience ne soient pas oubliées? Comment pouvons-nous nous assurer que l'histoire ne se répète pas? La réponse peut résider dans l'éducation et la prise de conscience. En éduquant les générations futures sur les dangers de la déshumanisation et de la violation des droits humains, nous pouvons cultiver une culture de respect et d'empathie. De plus, la pression internationale et la solidarité mondiale sont cruciales. Les organisations de défense des droits humains, les activistes et les citoyens ordinaires ont le pouvoir d'influencer le changement. En nous unissant dans des campagnes, des protestations et des initiatives de sensibilisation, nous pouvons amplifier les voix de ceux qui ont été réduits au silence et exiger la responsabilité des gouvernements. La lutte pour Guantanamo est une lutte pour un avenir où la dignité humaine est non négociable. Ainsi, en réfléchissant à la prison de Guantanamo, puissions-nous nous engager à être des défenseurs des droits humains sous toutes leurs formes. Puissions-nous nous rappeler que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Le changement commence par la prise de conscience, et la prise de conscience commence par l'éducation. En partageant ces histoires et en discutant de ces questions, nous contribuons à un monde plus juste et plus humain. La lutte pour la dignité humaine est un voyage que nous devons tous partager, et chaque voix compte. À travers l'éducation et le dialogue, nous pouvons travailler ensemble pour garantir que la dignité et les droits de tous soient respectés, non seulement à Guantanamo, mais dans le monde entier. Et ainsi, à la fin de cette réflexion, nous vous posons une question. Que ferez-vous pour faire partie de cette lutte? Le changement commence maintenant et chacun de nous a un rôle à jouer. Mais avant de conclure, plongeons-nous dans quelques histoires individuelles qui illustrent la réalité de Guantanamo. Découvrez l'histoire de Mohamedou Ould Slahi, qui a passé 14 ans détenu sans accusation formelle. Son récit, exprimé dans son livre Guantanamo Diary, révèle non seulement les horreurs de la torture, mais aussi la force de l'esprit humain. Slahi est devenu un symbole de résistance et d'espoir, montrant que même dans les circonstances les plus sombres, la dignité peut prévaloir. Et que dire d'autres prisonniers qui, malgré tout, ont trouvé des moyens de s'exprimer? Beaucoup d'entre eux sont devenus des artistes, utilisant l'art comme forme de résistance et pour raconter leurs histoires. À travers la peinture, la musique et l'écriture, ils défient la narration qui les réduit à de simples chiffres dans une liste de détenus. Ces expressions artistiques ne sont pas seulement un moyen d'échapper à la réalité oppressante, mais aussi un puissant témoignage de la résilience humaine. Ces histoires nous poussent à réfléchir à ce que signifie être humain dans un monde qui semble souvent oublier l'humanité. Elles nous rappellent que derrière chaque chiffre et statistique, il y a des vies, des rêves et des espoirs. Et en nous connectant à ces histoires, nous sommes appelés à agir. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par vous informer, partager ces histoires, participer à des discussions et surtout, ne vous taisez pas face à l'injustice. La lutte pour Guantanamo est une lutte pour nous tous et chacun de nous a un rôle à jouer.
Le changement commence par la prise de conscience. Et la prise de conscience commence par l'éducation. En partageant ces histoires et en discutant de ces questions, nous contribuons à un monde plus juste et humain. Et enfin, rappelez-vous, la lutte pour la dignité humaine est un voyage que nous devons tous partager. Chaque voix compte et chaque action est importante. En nous unissant dans la solidarité, nous pouvons pousser nos gouvernements à agir et à garantir que la dignité humaine soit respectée partout. Le changement commence maintenant et chacun de nous a un rôle à jouer. Que ferez-vous pour faire partie de cette lutte ?